parler de corruption. Le président de la République, lors du récent sommet en Côte d'Ivoire, Mo Ibrahim disait qu'il n'était pas informé. Il y avait la corruption en Côte d'Ivoire et que s'ils avaient des preuves, il fallait les lui apporter. Et on nous donne à chaque fois les différents indicateurs en Côte d'Ivoire qui montrent que sur tous ces indicateurs, là, la Côte d'Ivoire est en nette progression. Quel commentaire vous faites? En nette progression parmi les mauvais. Non, il est important de le préciser. C'est-à-dire que nous progressons parmi les derniers. Donc, indice de développement humain, sur 189 pays à peu près, on est 170. Mais on a progressé un peu. Hein. Sur la corruption, on est moins mauvais que l'an dernier, mais on reste dans les 50 derniers. Donc, à chaque fois, sur la compétitivité, on progresse, mais on est bien en deçà de ceux qui sont au niveau de la compétitivité mondiale. Donc oui, on s'est un peu amélioré. Au niveau de l'indice de développement humain, sur les 53 ou 54 pays africains, on est 35e. Donc, c'est la bataille des derniers de la classe. Monsieur le ministre, permettez-moi. Non, je vais arriver à répondre à la question. Hein. Donc c'est pour recadrer, pour dire, soyons plus ambitieux que ça. Hein. Quand vous regardez le classement du World Economic Forum parmi les pays africains les plus compétitifs, qui est-ce que vous trouvez? L'île Maurice. Et l'île Maurice fait partie des pays de compétitivité mondiale. C'est-à-dire qu'ils compétissent même plus avec les Africains, ils compétissent avec les pays de l'OCDE. Donc, c'est à ça que l'on aimerait arriver. Maintenant, on parle d'émergence et nous voulons atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Autant dire que c'est raté, hein, on ne va pas avoir ce rendez-vous-là. Les pays émergents sont les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et il y a des pays pré-émergents. Et nous venons après les pays pré-émergents. Donc avant d'atteindre l'émergence, il va falloir que nous atteignions la pré-émergence. Et quand je vous parlais des années 70-78, la Côte d'Ivoire, il faut savoir, pour vous dire, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui c'est le président du Portugal qui est en visite en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, au début des années 80, avait l'économie portugaise en ligne de mire. C'est-à-dire que le Portugal, en Europe, était le pays le plus pauvre, et la Côte d'Ivoire s'en rapprochait en disant nous devons atteindre le niveau du Portugal. Parce qu'on était quand même déjà supérieur à pas mal de pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique du Nord. Donc, on regardait carrément l'Europe. La Côte d'Ivoire était déjà à ce moment-là, relativement parlant, un pays émergent avant que le concept de pays émergent n'existe. Maintenant, par rapport à votre question sur la corruption, je dirais que le président est trop gentil. Il protège certainement certaines personnes. En Côte d'Ivoire, on se connaît tous. Vous savez combien est payé un ministre, combien est payé un fonctionnaire. Moi, je n'ai pas besoin de beaucoup de preuves. Mais je sais qu'avec le salaire que j'avais au ministère, il y a des catégories de véhicules que je ne peux pas m'acheter. Il y a une catégorie de maisons que je ne peux pas construire. Je ne peux pas non plus aller accéder à la propriété à l'étranger. Bon, le calcul est vite vu. Hein. Le calcul est vite vu. Donc oui, il y a de la corruption. Il y a de la corruption. Vous voyez, beaucoup sont des hommes d'affaires. Quand vous rentrez en politique, que vous avez une fonction publique, vous mettez vos affaires entre parenthèses. C'est le principe de la personnalité politiquement exposée, afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Je suis arrivé au gouvernement, j'ai démissionné de tous mes postes. Sans exception aucune, le seul poste que j'ai conservé, c'est la présidence de Special Olympics, qui est complètement du bénévolat, où on s'occupe des handicapés mentaux, athlètes sportifs. Donc il n'y a pas de conflit de ce côté-là. Mais je n'ai reçu personne dans mon bureau
venant me parler d'affaires personnelles. Monsieur le ministre, Donc je comprends, j'entends bien ce que vous dites, mais il faut bien comprendre qu'on a quand même évolué depuis 2010 jusqu'à ce jour. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique qui a un taux de croissance en moyenne qui est de 7%. L'étude très récente de Moody's et de Standard & Poor's dit que la Côte d'Ivoire fait partie des 7 pays au monde qui d'ici 2030 vont avoir une croissance qui sera la plus forte. Et parmi ces 7 pays, il y a 2 pays africains et 5 pays asiatiques. Donc il y a la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie. Et vous me dites quelque chose de différent. Donc pour moi, l'émergence, on n'est pas loin, mais on y est proche. Non, on n'est pas proche de l'émergence, on est proche de la pré-émergence. Donc il faut atteindre, il y a des étapes à atteindre, et la pré-émergence des pays comme le Chili, la République tchèque, le Vietnam, voilà. Mais on n'y est pas encore. Donc quand vous allez regarder les différents indices, vous allez vous rendre compte que quand nous on est à 59, ils sont à 52. Par contre, les pays émergents sont bien plus loin, et les pays développés, c'est une autre histoire. Je ne remets pas en cause la croissance. On est en train de parler de gouvernance. Il y a une gouvernance, mais elle a très peu de ruissellement, c'est pour ça que les gens s'en plaignent. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette croissance à l'Ivoirien lambda qui vous dit « Oui, mais bon, en attendant, moi, je ne la vis pas, cette croissance. » C'est une croissance qui est d'abord une croissance de rattrapage. Ne prenez pas le mot mal. C'est par rapport au retard que nous avions, et tout ce qui était arrêté, les constructions en infrastructure, les investissements dans le secteur privé, qui sont faits aujourd'hui et qui n'étaient pas faits pendant des années. C'est ça qui a stimulé la croissance. Et ça, on y a tous participé. Pendant la crise, il y a des investissements que nous, on s'interdisait de faire en attendant la sortie de crise. Donc, avec la paix retrouvée, c'est comme si vous aviez lâché les chevaux d'un coup et qu'ils sont mis à courir. Donc oui, on a connu une croissance. Mais elle reste insuffisante par rapport au niveau de pauvreté. Elle reste insuffisante par rapport au retard qui a été pris. Donc, encore heureux qu'on ait une croissance. Parce qu'un pays en construction ne peut que connaître une croissance. Vous allez en Malaisie aujourd'hui, ils sont en pleine croissance. Dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, ils sont encore en croissance. Et il faut savoir relativiser la croissance. Un point de croissance dans un pays qui a 20 000 $ de revenus par tête d'habitant, ou alors 50 000 $ pour les plus riches. L'effet sur l'économie est autre que nous, avec 1 600 $ par tête d'habitant. Ce n'est pas du tout pareil. L'effet des multiplicateurs n'est pas le même. Donc un point de croissance dans un pays européen, je peux vous dire que ça a des retombées économiques autrement importantes que celles que nous connaissons. Donc nous, on devrait avoir une croissance beaucoup plus importante et une meilleure redistribution des richesses de cette croissance. Donc c'est de ça qu'il s'agit, et c'est là, malheureusement, que la gouvernance entre en jeu. Donc quelles sont les 3 mesures concrètes? Parce que depuis, on parle, mais quelles sont les 3 mesures concrètes que vous proposez pour lutter contre la corruption? J'ai bien compris que vous avez des collègues qui... Les régulateurs sociaux, la justice, la sécurité, en un mot l'état de droit, et la lutte contre la corruption, c'est toujours l'exemplarité. Il faut vous attaquer aux plus gros poissons pour que les petits restent tranquilles. Mais quand moi je me fais arrêter à un barrage de police et que le policier vous dise « c'est vous », et ça c'est depuis la chambre de commerce, « c'est vous qui vous plaignez du racket ». Vous avez raison, nous-mêmes ça nous fait mal de prendre de l'argent aux petites gens. Mais si vous voulez qu'on prenne moins, demandez à nos patrons de nous demander moins. C'est clair, c'est direct. Quand vous rencontrez un commandant de brigade, un gendarme qui vous dit « mais moi, ici, dans ma ville, j'ai 50 000 francs de carburant par mois. J'ai 5 000 km² à couvrir, ou 8 000 ou 10 000 selon le département.
Comment vous voulez? Et on exige de moi que je couvre le territoire et que je fasse des rapports quotidiens sur les zones qu'on a couvertes et ce qu'on a verbalisé. Comment voulez-vous que l'on mette du carburant pour aller sur le terrain? On a un véhicule sur cale. C'est notre véhicule que l'on utilise. On est obligé de raqueter. C'est cynique, mais il a raison. C'est bien compris, monsieur le ministre. J'ai bien compris vos 3 mesures. Donc, on va donner la latitude aux... Mais l'exemplarité, ça veut dire des sanctions. Et comme disait Napoléon, l'art de la police, c'est de sanctionner le plus durement possible pour ne pas avoir à le faire souvent. Monsieur le ministre, vous étiez au gouvernement, vous avez la possibilité de... Tout à fait. De voir le président en aparté, d'expliquer certaines choses. Vous ne l'avez pas fait? Si, dans mon département. Parce que ce qu'on vous explique, c'est que vous êtes responsable de votre département et de votre département seul. Donc ils pourront vous dire que quand moi j'étais en fonction, je peux vous dire que j'étais le seul ministre à avoir relevé une direction entière. Par 2 fois. Direction régionale, j'ai relevé tout le monde. Pour des questions de corruption. On est venu me demander pardon. Il y a même eu un directeur qui m'a écrit un courrier en disant qu'il a été victime des vendeurs d'illusions, et ceci et cela, pour demander pardon. Je dis bon, moi, prendre les recettes du ministère pour voir un multiplicateur de billets pour les gonfler, franchement, j'ai du mal à vous défendre. Mais c'est du vécu. C'est du vécu. Et j'ai sanctionné. Et de façon cynique, il y en a un qui est venu me voir, un agent du ministère, et qui me dit, monsieur le ministre, vous êtes dur avec nous. Mais dites-vous que les petits deals que nous on fait comme ça, c'est parce que notre salaire est insuffisant. Il a raison, les salaires sont insuffisants. Face au niveau général de la vie et les charges qui sont... Il dit, nous, c'est ces petits deals qu'on prend pour payer l'éducation de nos enfants, pour assurer notre loyer et tout ça. Donc, bon, on continue de le faire en se cachant. Vous, quand vous nous attrapez, vous sanctionnez. Mais tous les ministres partent. Et vous êtes en train de construire un ministère gras. C'est votre successeur qui va en profiter. Je dis oui, mais en attendant, moi je resterai fidèle à mes principes. Je suis Étienne Conan. Monsieur le ministre, dans vos propos, vous avez dit que la Côte d'Ivoire a commencé à stagner à partir de 1985. Et pour vous, l'une des raisons de cette stagnation était l'âge avancé du président d'alors. Alors qu'aujourd'hui, nos principaux dirigeants, nos candidats les candidats potentiels, qui sont le président Bédié qui aura 86 ans en 2020, le président Ouattara qui aura 78 ans en 2020, en 85, le président Oufoué a 80 ans. Donc si c'était déjà un problème à 70, 79 ans, c'est un problème. Le président Gbagbo qui a 75 ans. Quel est votre commentaire sur ce point et qu'est-ce que vous dites entre vous, classe politique, avec le diagnostic que vous venez de faire pour éviter encore une stagnation parce que nos dirigeants auront atteint un âge élevé? Ce n'est pas de l'âge dont je parlais, c'est la longévité au pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny à l'époque. Il était resté en 1985, ça faisait 25 ans qu'il était au pouvoir. Et le président Senghor au Sénégal avait donné l'exemple en se retirant après 20 ans. Je peux vous dire que dans des très hautes fonctions, elles sont tellement exigeantes que vous fatiguez. Vous ne pouvez pas tenir en performance à ce niveau-là aussi longtemps sans handicaper votre pays. Vous prenez Singapour, au bout de 25 ans, il s'est retiré. Et il a fait monter d'autres personnes. Donc, si vous restez trop longtemps, et même, pas forcément le poste de président, d'autres postes hyper exigeants vont vous user.
C'est pour ça qu'il faut du sang neuf et renouvelé. Les États-Unis, c'est un pays dynamique. Regardez la vitesse à laquelle ils changent de leader. Quand vous allez à Washington, ils vous disent, à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, on voit des jeunes arriver, l'administration qui change, avec leurs nouveaux cartons et tout, ils sont tout fringants et tout. Au bout de 18 mois, ils sont exténués. Donc, ils se renouvellent très vite et ils restent performants. Et nous, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que 2 mandats, c'est largement suffisant. Le président Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de la nation, et il a construit sur la durée un pays qui avait 3 800 000 habitants en 1960. Abidjan a 2 fois plus pratiquement aujourd'hui. Donc c'est pas du tout la même chose. Même les monarchies aujourd'hui sont devenues constitutionnelles avec des premiers ministres qui tournent. Donc il y a cette dynamique-là. Donc pour moi, l'élection de 2020, je dis toujours, c'est la place à une nouvelle génération. Monsieur le ministre, vous dites ça, et souvent vous dites, au congrès du PDCI, on choisira le candidat et qu'en règle générale, c'est le président du parti qui est en pole position. Oui, c'est la règle. Ça fait 2 choses différentes. Non, je vous parle de la règle. Et donc, si on applique la règle, on va avoir un candidat qui est dans les 80 ans, monsieur le ministre. Oui, si on applique la règle. Maintenant, c'est pour dire que nous ne sommes pas en quête d'un candidat. Nous avons déjà un ou plusieurs candidats au niveau du PDC. Vous êtes candidat? Nous avons un ou plusieurs candidats au niveau du PDC. Donc, le jour de la convention, vous viendrez et vous allez voir l'ouverture des candidatures. Et à ce moment-là, le président dira « Je suis candidat », on va décider, il y aura peut-être d'autres candidats. Il dira « Je ne suis pas candidat », mais laissez le jeu démocratique se faire.